En 1967, il y a 50 ans, éclatait la guerre des 6 jours. Israël lançait une offensive surprise contre ses voisins égyptiens, jordaniens et syriens. Sa victoire éclair lui permit de doubler la superficie de son territoire. L'occupation de Jérusalem-Est a été une source de conflits permanente. Aujourd'hui, il y a 12 colonies juives à Jérusalem-Est, peuplées d'environ 200 000 colons. Les Nations Unies et la Cour internationale de justice considèrent que l'implantation de ces colonies est illégale. Depuis 1967, Israël démolit régulièrement des maisons palestiniennes à Jérusalem-Est. Ce film raconte l'histoire de ceux qui s'y installent et de ceux qui se battent pour y rester. Ils prétendent nettoyer l'endroit et ramasser les détritus. Pour eux, ma maison, c'est de la saleté, des immondices. Je suis persuadé que ma mission ne bénéficie pas uniquement aux Juifs, mais au monde entier. Je veux que Jérusalem soit une ville sûre et unie. Je roule le long de propriétés qui appartiennent aux Juifs. On a un avis d'expulsion qui concerne l'un des Arabes. On s'occupe d'eux au cas par cas. Voilà une personne qui occupe nos terres. Où sommes-nous? Comment? On est où, là? On va rendre visite à un voisin arabe qui occupe notre terre. Ici, une maison a été démolie. C'était une maison construite sans permis par un arabe. Vous voyez cette baraque? Elle est sur notre terre, sur un terrain juif. On a un ordre d'expulsion pour cette maison-là et pour l'autre là-bas. Celle du milieu devait être détruite. C'est ce qu'on a fait. Je préfère quand on ne passe pas par l'étape démolition, qu'on puisse emménager tout de suite. C'est un locataire. On a un ordre d'expulsion contre lui. Vous savez, je ressens de la pitié pour eux. Mais ça nous est indifférent. Cette terre nous appartient. Nous avons la curieuse impression de faire partie d'une expédition de chasse. Comment nous sommes-nous retrouvés dans cette situation? Aryeh King, un colon juif, nous a promis de nous montrer des choses que personne n'a vues. Pas même un membre de la Knesset, dit-il. Jérusalem signifie la ville de la paix.
ainsi que nous l'avions appris il y a 35 ans lors de notre premier séjour dans cet endroit si singulier. Elle est située entre la Méditerranée et la mer Morte, et elle est entourée de vallées et de rivières asséchées. Le mont du Temple s'élève au-dessus de la ville. Jérusalem est le berceau des 3 religions monothéistes du monde, le judaïsme, l'islam et le christianisme. C'est à Jérusalem que Jésus est accueilli en roi, sous les hosannas de la foule. C'est ici qu'il a rendu la vue à un aveugle, et c'est ici qu'il a été crucifié. Jérusalem abrite aussi l'un des lieux saints de l'islam, Haram al-Sharif, appelé également Esplanade des mosquées, qui regroupe plusieurs mosquées, dont celle d'Al-Aqsa et celle du Dôme du Rocher, d'où Mahomet est monté au ciel sur son cheval blanc. Et c'est également à Jérusalem que se trouve le lieu le plus sacré du judaïsme, le mur des Lamentations, vestige du second temple, construit sur les bases du temple de Salomon. Les 3 religions se côtoient ici. On serait tenté de croire que la vie doit y être douce. Mais ce bonheur est une illusion trompeuse. Jérusalem est une ville de guerre et de destruction. Tout au long de son histoire, Jérusalem a été une ville disputée. Aujourd'hui encore, c'est une véritable poudrière politique. Pour Israël, Jérusalem est la capitale historique du pays, tandis que les Palestiniens la considèrent comme leur future capitale. La situation s'est rapidement détériorée, comme nous avons pu le constater depuis les nombreuses années où nous faisons des films ici. De nombreux ouvrages ont été écrits sur cet étrange endroit. Meir Margalit, docteur en histoire, écrivain et homme politique, a consacré sa vie à l'étude de cette ville divisée. Il est inquiet quant à l'héritage laissé par l'État juif. Je joue avec plusieurs combinaisons possibles. Je pourrais dire Occupzalem ou bien Jérupation. C'est l'association des mots Jérusalem et occupation. Je cherche à créer un nouveau mot, un nouveau concept pour décrire la situation dans la ville. Tôt ou tard, ça va exploser. C'est pour cette raison que je n'arrive plus à dormir. Comment ça, vous ne dormez plus? Tout à fait. Vraiment? Oui, c'est vrai. Je suis très inquiet. J'ai un petit-fils désormais. Quelle ville, quel pays vais-je lui laisser en héritage? Je ne suis pas pessimiste, mais je suis le fils d'un survivant de l'Holocauste. Ceci explique peut-être cela. Que ce soit au sein du gouvernement ou du conseil municipal, personne n'a conscience du sentiment profond d'humiliation que ressentent les Palestiniens. C'est une atteinte à leur dignité. Les autorités israéliennes n'y voient qu'un problème de violence et de criminalité. Et c'est pour cette raison que la police a pris le contrôle de la ville. Le maire a renoncé à son pouvoir et il a remis les clés de la ville à la police. De fait, la ville est administrée par la police. Non loin de la porte de Damas, nous rencontrons l'avocat Ziad Al-Amouri. De nombreuses personnes nous ont dit qu'il représente souvent le dernier espoir pour les Palestiniens de Jérusalem.
L'autorité palestinienne et le gouverneur sont censés t'aider. Tu es dans une situation délicate. Tu as besoin d'aide pour payer tes dépenses de tous les jours. Et il ne faut pas oublier tes amendes. Tu as fini de les payer? Je possède 1,6 hectare de terrain. Il convoite ce terrain qui appartenait à mon grand-père. J'ai des problèmes avec l'autorité de la protection de l'environnement, le service de l'archéologie, la municipalité, le tribunal. Il y a 2 jours, j'ai été convoqué au tribunal à cause du nouveau mur que j'ai construit. Je dispose de 30 jours pour le démolir. Si je n'obtempère pas, j'aurai une amende de 130 € par jour de retard. Je suis ouvrier et j'ai 6 enfants. Avec ma femme et moi, on est donc 8. Je ne peux pas me permettre de manquer un seul jour de travail. Ça ne peut pas continuer comme ça. Même mes compatriotes me mettent la pression pour que je cède face aux Israéliens. Mais ça arrive à tout le monde. Beaucoup de gens ont des arriérés de paiement pour leurs taxes locales et les sommes ne cessent de grossir. Ils doivent céder tout ce qu'ils possèdent aux Israéliens. Et ensuite, on les considère comme des traîtres. Je vais essayer d'organiser une entrevue et on verra comment on peut t'aider. Que Dieu te bénisse. Ne t'inquiète pas. De nombreux habitants de Jérusalem rencontrent le même problème. La ville ne reçoit qu'une infime partie du budget de l'autorité palestinienne. Pas plus de 2 à 3% du budget total. Ce n'est pas assez. De plus, les occupants se servent de tous les moyens possibles pour nous expulser. Quand Ziad Al-Amouri n'est pas à son étude, il est joignable 24 heures sur 24, prêt à s'occuper de chaque nouveau foyer de crise. Voici la maison en question et voici le père de famille. Le Centre de Jérusalem pour les droits sociaux et économiques, un organisme dont Ziad Al-Amouri est le directeur, fournit des rapports à l'Union européenne et à d'autres instances internationales sur la situation dans Jérusalem-Est. Chaque famille palestinienne a sa propre histoire. L'occupation est la cause de tous les problèmes. On pleure, on crie, on fait tout ce qu'on peut pour que le monde comprenne qu'on ne veut pas de l'occupation. On n'en veut pas. On veut que l'occupation cesse. En 1967, Israël entre en guerre contre ses voisins arabes. Le 7 juin, elle s'empare de toute la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est et la vieille ville. Pour 1967 a été l'une des années les plus marquantes de ma vie. 3 jours après le début de la guerre, les infos nous sont parvenues d'Israël et on a découvert qu'un miracle s'était produit. L'histoire de David et Goliath se répétait. Pour nous, c'était la preuve qu'on était bien un pays fort et un peuple fort. Et c'était aussi la preuve que Dieu était de notre côté. Avec le recul, je me demande comment on a pu être assez naïf
pour croire que ces territoires étaient vides, qu'il n'y avait pas d'Arabes ici. On ne s'est jamais demandé ce que les habitants de ces territoires pensaient de nous. Alors bien sûr, on savait que Hébron faisait partie de notre histoire. Mais il y avait des Palestiniens qui vivaient là. On ne s'est jamais demandé ce qu'ils pensaient de nous. C'était le 7 juin 1967, tôt dans la matinée. Bien sûr, on savait que la guerre avait commencé. Je me souviens que tous les voisins avaient transformé un grand garage en abri, en face de chez nous. Ma mère et moi, on était seuls. Mon père était dans la vieille ville. C'était le couvre-feu. Il n'y avait pas d'électricité, évidemment. Des cadavres de soldats jordaniens et de Palestiniens jonchaient les rues. Et il y avait l'odeur, bien sûr. On pensait qu'ils allaient nous tuer. J'ai quitté la maison. Je suis venu ici et j'ai regardé dans cette direction. J'ai vu des chars flambant neufs, sans aucune inscription. J'ai salué les chars. Un des soldats m'a aperçu. Je pensais que c'était des chars arabes, peut-être irakiens. Mais d'un coup, le type qui m'avait vu m'a tiré dessus. Je suis retourné au garage. Toutes les familles du quartier étaient rassemblées là. Je ne pense pas qu'il ait voulu me tuer. Il a tiré vers moi et bien sûr, je me suis enfui. Tout le monde pensait que l'occupation serait terminée au bout de quelques mois. Personne n'aurait cru que ça allait durer 50 ans. Avant la guerre, Jérusalem-Est était sous contrôle jordanien. Sa conquête par Israël en 1967 efface la ligne verte qui séparait la ville depuis 1948, année de création de l'État d'Israël. Plus tard, quand Israël annexa Jérusalem-Est, cette démarche fut violemment critiquée, car contraire au droit international. Elle a changé le cours de l'histoire. Khaled est une figure locale bien connue à Silwan. Il a vécu une adolescence turbulente et a gardé un esprit rebelle. Il ne craint pas de défier les autorités. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a rien à perdre. Il mène un combat quotidien pour défendre sa terre, protéger sa famille et gagner de quoi vivre. Je me suis retrouvé à la rue. Je n'avais nulle part où aller. J'ai déplacé mon bétail et je suis resté ici 2 mois avec mes enfants. Comme vous le voyez, j'ai commencé à construire là-bas. Mais j'ai reçu un ordre de démolition. Ils m'ont donné un préavis de 30 jours assorti d'une amende de 130 € par jour de retard. Je dois me rendre au tribunal tous les jours. J'ai un gros dossier rempli de décisions judiciaires. Ils veulent récupérer ma terre, car tout ce qui les intéresse, c'est d'en acquérir toujours plus. Ils m'ont offert de grosses sommes, mais je ne vendrai jamais. C'est la terre de mes ancêtres, et je veux la cultiver. La maison de Khaled a été détruite une première fois en 2013. Les autorités l'ont démolie parce qu'elle avait été construite après 1967. Nous n'avions pas réalisé à l'époque qu'il s'agissait d'un des nombreux prétextes qui allaient être utilisés contre lui. Les ordres de démolition menacent constamment Khaled, telle une épée de Damoclès. Goûtez mes tomates, elles sont bio.
Regardez ce qu'ils construisent ici. Sans permis. Un immeuble de 6 étages et sans autorisation. Les explosions que vous entendez, ce sont des bombes lacrymogènes et des tirs de balles en caoutchouc. Quand les enfants rentrent de l'école, les colons les provoquent, sous la protection des soldats israéliens. Chaque fois que nous rencontrons Khaled, il a un nouveau projet en cours. Il ne s'arrête jamais pour se reposer. Il s'affaire constamment. Khaled est né à Silwan, au sud-est des murs de la vieille ville, à l'ombre de la mosquée Al-Aqsa. C'est un quartier palestinien, avec une multitude de maisons collées les unes aux autres. La majorité d'entre elles sont construites sans permis. Tous les ingrédients de la lutte âpre entre Israéliens et Arabes se concentrent à Silwan. Aujourd'hui, on se croirait au cœur d'un volcan. À 1 kilomètre à l'est du terrain de Khaled se trouve la colonie israélienne Ma'ale Hazetim. C'est là que vit Aryeh King. Notre problème, c'est qu'on se laisse piétiner et qu'on ne réagit pas. Moi, je dis qu'ils laissent les Arabes construire légalement, d'accord, mais ils doivent aussi permettre aux Juifs de faire pareil. C'est ça notre problème. On laisse les choses se faire. Aryeh est un colon passionné, ainsi qu'un homme politique. Sa famille a quitté l'Angleterre en 1967 pour s'établir en Israël. Elle s'est installée dans une colonie de la bande de Gaza, et Aryeh a par la suite déménagé à Jérusalem-Est. Sa mission est de revendiquer des terrains dans une ville qui a une importance historique primordiale aux yeux de tous les juifs religieux. Aujourd'hui, plus d'une centaine de familles vivent ici. De là où on se tient, on a une vue directe sur le mont du Temple et sur la vieille ville. C'est un endroit unique, avec une vue unique. Dans 100 ans, il y aura des dizaines de milliers de Juifs qui vivront ici. Cela ne fait aucun doute. Je suis persuadé qu'on va acheter toujours plus de propriétés aux Arabes de Silwan. Ils vont vendre parce qu'ils veulent vendre aux Juifs. Et plus de Juifs vont s'installer ici. Mais pourquoi voudraient-ils vendre? Parce qu'ils veulent de l'argent. C'est aussi simple que ça. Pourquoi les gens vendent-ils leur logement à Stockholm, à Oslo, à Londres ou à Paris? Pour l'argent. Peut-être veulent-ils améliorer leur niveau de vie. Ils vendent ici et déménagent ailleurs. Ou alors ils quittent complètement le coin. Ça me fait plaisir d'acheter et d'aider quelqu'un en même temps. C'est le genre de transaction tout à fait banale. Comment ça se passe concrètement? On me contacte par SMS, par WhatsApp ou par mail. Par WhatsApp, c'est vrai? Oui. Je reçois un message qui me parle d'une propriété à vendre. Je peux vous montrer un exemple concret. Voilà, ce matin, j'ai eu ce message qui m'indique le lieu, le nom de la rue et le numéro de la parcelle. Il me laisse un message audio dans lequel il m'indique la somme qu'il veut. C'est très simple. Qui fixe le prix? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il m'indique un prix, je réponds et après on discute. C'est comme partout ailleurs, que ce soit à New York, à Washington ou n'importe où. À Göteborg. Khaled ne vendra pas son terrain. Il n'a jamais respecté l'ordre de démolition qu'il a reçu. Alors c'est la municipalité qui s'en est chargée, aux frais de Khaled, en novembre 2014, après l'expiration du préavis de 30 jours. Le mur a été complètement rasé par les bulldozers. Ma maison se trouvait ici et ils l'ont démolie. En plus, la barrière qui faisait le tour du terrain a aussi été rasée.
Je vis dans une ville occupée. Je vis dans une ville où 40% des habitants n'ont pas les mêmes droits. Ce ne sont pas des citoyens à part entière. Il faut que je fasse quelque chose, surtout parce que je suis très privilégiée. Je viens du côté des oppresseurs et leur oppression me profite bien. Je trouve que j'ai la responsabilité morale de lutter contre cette oppression. Sahar Vardi est une militante israélienne et doit subir les conséquences de son choix. Elle est l'une des rares personnes qui a choisi d'aller et venir entre les deux sociétés. Elle se rend même à Silwan. L'un des problèmes majeurs à Silwan est un site archéologique gouvernemental appelé la Cité de David. Ce site devrait être géré par le gouvernement. Et pourtant, sa direction a été confiée à une ONG privée, dont les dirigeants ont ouvertement affiché leur intention de judaïser Jérusalem-Est. Le gouvernement autorise cette ONG à s'occuper du site. C'est le seul du pays à avoir été privatisé et à ne pas être géré par l'État. Si vous voulez expliquer aux soldats pourquoi ils sont engagés, pourquoi ils combattent, et aussi pourquoi le peuple juif est retourné en Israël, vous ne pouvez pas trouver un meilleur endroit pour le faire. C'est à titre pédagogique? Oui, d'ailleurs, on appelle ça l'enseignement du dimanche. On ne peut pas comprendre l'histoire de Jérusalem sans expliquer la cité de David. Jérusalem, ou la cité de David, est entourée de montagnes qui contrôlent la ville. Tout est là. Israël est là. Les Juifs retournent dans la cité de David à Jérusalem. La cité de David est une attraction touristique très prisée à Jérusalem. Les Nations Unies et la communauté internationale considèrent le site comme une colonie, puisqu'il a été établi sur un territoire conquis par Israël en 1967. Tout était couvert de terre ici. Ceci est peut-être un vestige de 3000 ans, plus ou moins à l'époque du roi David. Peut-être nous trouvons-nous sur les fondations du palais du roi David. Comment pouvons-nous dire qu'il s'agit du palais de David, ou même d'un palais? Nous n'en savons rien pour l'instant. De nombreuses personnes se sont réunies ici autour du jeune Salomon. C'est ici qu'il fut couronné roi des 12 tribus d'Israël. Salomon a construit le temple que nous appelons aujourd'hui premier temple. Le voici juste devant vous. Quand je me tiens ici, il ne me manque qu'une chose, c'est le temple. Je suis convaincu que si le temple était construit ici, on connaîtrait une paix véritable, comme à l'époque du premier et du second temple. La paix régnerait dans la ville, entre les peuples et dans toute la région. Vous voyez le magnifique drapeau là-haut? Le drapeau israélien? C'est là que se trouve ma maison. Je vis dans une belle maison toute neuve. Le quartier aussi est tout nouveau. Il y a également quelques juifs qui vivent dans la partie sud de Silwan. On fait en sorte que toute cette zone devienne un quartier sympa, unifié, touristique, qu'on puisse se sentir à l'aise de quitter la cité de David pour aller dans les rues. Ce sera une belle balade. Le dernier projet en date est d'agrandir la cité de David à travers le quartier d'Al-Boustan. Tout ça, c'est le village de Silwan. Dans le quartier d'Al-Boustan, il y a 88 maisons. Où c'est Al-Boustan? Dans la vallée en face de vous.
Dans ce quartier, 88 maisons vont être démolies pour laisser la place à la construction de jardins talmudiques. L'archéologie et l'environnement sont des questions essentielles dans l'occupation israélienne de Jérusalem-Est. Nous rencontrons Iyam, qui vit dans le quartier Al-Boustan, à Silwan. Sa maison doit être prochainement démolie. Ils ont l'intention de s'emparer de la moitié du quartier. Ma maison se trouve dans cette partie. Ils commencent au centre du quartier et ils se dirigent vers ta maison. Oui, ils projettent de construire des parcs et des restaurants. Ils ont fait parvenir les ordres de démolition à tous les foyers. S'ils ne connaissent pas le propriétaire, ils relèvent le numéro de la maison et laissent le papier à un voisin. Tu ne te sens plus en sécurité. Franchement, on ne se sent plus du tout en sécurité. Et ce n'est que le début, car ils projettent de démolir le quartier tout entier, petit à petit, maison par maison. Ma maison a le numéro 55. Mon voisin a le 56. C'est comme s'ils allaient démolir des numéros. La nuit, le moindre mouvement que j'entends me terrorise, même un chat. Je réveille mon mari et je lui dis que l'armée est là. On est arrivé à un chiffre hallucinant, environ 20 000 ordres de démolition. On dirait qu'il n'y a aucune limite aux punitions collectives qu'infligent les Israéliens aux habitants de Jérusalem. Il est bien évident que leur but est d'expulser les Palestiniens hors de la ville, et ils ne s'en cachent pas. De nombreux Palestiniens sont coincés. Ils ne peuvent ni quitter la ville, ni reconstruire leur maison. Le combat pour Silwan est capital pour Ziad Al-Amouri. Réduire la pauvreté est évidemment important à ses yeux, mais son objectif suprême est d'aider les gens à continuer de vivre à Silwan. Il nous invite à nous joindre à la visite d'inspection d'une délégation d'ingénieurs palestiniens qui vient recenser les cas les plus urgents. Le toit était sur le point de s'effondrer ici, et ici aussi. J'ai posé des étais pour éviter qu'il ne tombe. Comme vous le voyez, je n'ai ni cuisine, ni salle de bain. Combien de personnes vivent ici? Mes fils et leurs femmes, ainsi que mes filles. Vous sentez cette puanteur? On n'en peut plus. Si je veux me laver les mains ou faire la vaisselle, c'est tout simplement impossible. Il y a des personnes qui sont sur liste d'attente depuis 1997, mais ce district est une priorité absolue. Les Juifs sont en contrebas. Je n'ai pas les moyens. J'ai dû voler du matériel de construction. Vous avez besoin d'aide ici. Nous comprenons tout à fait que nous devons agir, mais il va falloir attendre comme les autres. Mais nous, on a besoin... Vous devez patienter. Comment se fait-il que les pays arabes ne vous aident pas? Les Israéliens surveillent le moindre centime qui entre. Et ils veulent connaître exactement la destination de l'argent. Sous prétexte de lutte contre le terrorisme, ils interdisent tout virement vers Jérusalem. Les Américains et les Israéliens surveillent le moindre transfert. Transfert de fonds? Oui, c'est ça. Ziad et son organisme s'efforcent d'obtenir des fonds de l'autorité palestinienne et de la Banque islamique pour les maisons qui doivent être réparées. La liste d'attente est très longue à Silwan et il n'y a aucun soutien financier de la part des Israéliens. Aryeh King a une nouvelle surprise pour nous. Une visite guidée en bus avec des investisseurs américains, des donateurs potentiels.
Je n'arrêterai jamais de vous rencontrer parce que je crois et j'espère que vous ferez tous votre aliyah, votre retour en Israël. Quand vous serez citoyen de Jérusalem, n'oubliez pas de voter pour moi. Vous savez bien que je suis un homme politique. Toujours en campagne? 24 heures sur 24. Vous devriez devenir Premier ministre. Mais non. Un jour peut-être. Un juif n'est pas un vrai juif s'il ne se préoccupe pas de Jérusalem quotidiennement. Tout le monde devrait trouver un moyen de participer à la vie de Jérusalem. Ce qui nous intéresse, c'est le long terme. Un de nos quartiers sera un jour relié à un autre quartier et encore à un autre. Jérusalem ne se fera pas en un jour. Nous arrivons à Beit al-Baraka, en Cisjordanie occupée. C'est une nouvelle colonie israélienne située sur la route vers Hébron. On a des pommes, des poires et des figues. C'est un très grand terrain. On va monter sur le toit pour que vous profitiez de la vue sur tout le domaine. Grâce à un savant montage financier, Aryeh et le Fonds pour les terres d'Israël ont réussi à acquérir un vieil hôpital palestinien et une église. Cette transaction est un secret qui a été très bien gardé pendant plusieurs années. Ce bâtiment-là, c'est le camp de réfugiés palestiniens à la Roube. Tous ces bâtiments font partie du camp. Vous voyez en haut de la grosse antenne, il y a une caméra. C'est une caméra de l'armée et elle couvre toute la zone ici. Aryeh King prétend que bientôt, un centre culturel, une piscine et un quartier résidentiel s'élèveront ici. Son projet est de créer encore une nouvelle colonie. Qu'avez-vous pensé de la visite? J'ai vu des bâtisses magnifiques. J'ai senti la présence de Dieu dans la rivière et dans les vallées. C'est d'une splendeur à couper le souffle. Et quel symbole! 2 mois plus tard, nous sommes de retour à Silwan, où la tension monte. Sahar Vardi, la militante israélienne, est venue participer à une prière publique pour manifester sa solidarité envers les Palestiniens. Le rassemblement veut dénoncer les démolitions incessantes de maisons et l'installation de nouveaux logements israéliens à Silwan. Toute manifestation qui réunit quelques personnes fait venir la police. Heureusement, ils n'interviennent pas. Pour l'instant, en tout cas. C'est toujours utile d'avoir quelques têtes israéliennes avec des caméras qui surveillent la situation. Ça nous permet de nous sentir un peu protégés. Mais on ne sait jamais. Ziad est également présent. Il veut rendre compte de la tension qui règne ici. Les manifestations sont prévues tous les vendredis. Si la police des frontières n'était pas là, personne ne leur jetterait des pierres. Comme s'ils faisaient la guerre. Ce sont juste des gens qui veulent se faire entendre. Le maire palestinien de Silwan est très énervé. Un nouvel ordre de démolition a été distribué pendant la prière. Environ 32 personnes vivaient ici, dans cette maison. 4 familles. Quand est-ce que la démolition a eu lieu? La semaine dernière, C'est quoi ce papier? ils sont venus aujourd'hui, alors qu'on était à la prière, et ils lui ont donné ce papier concernant cette construction. Celle-là? Oui, si tu ne la démolis pas, nous reviendrons le faire nous-mêmes. Si vous voulez construire ici, il faut payer plus de 47 000 € uniquement pour le permis de construire. Et parfois, vous n'obtenez jamais le permis, et votre maison est détruite au nom de la loi.
Ils ont construit sans permis. Il y a des soldats qui arrivent. Alors on peut en trouver un ou deux? Ziad, il y a des soldats qui arrivent. Oui. Mais ici, il y a, à Jérusalem, Les soldats lui posent des problèmes? Pourquoi se sont-ils arrêtés? il dit que si les gens continuent de lancer des pierres, ils resteront là aussi longtemps qu'il faudra. Ce n'est pas une simple question d'expulsion et de réappropriation des maisons. Il faut placer le problème dans un contexte politique plus large. Si la présence juive est suffisamment forte dans ces quartiers, alors il n'y a plus de partition de Jérusalem. Les Palestiniens n'accepteront jamais une partition de Jérusalem sans avoir l'accès à la vieille ville. Alors si vous encerclez la vieille ville, c'est fini. Il n'y a pas de partition de Jérusalem, pas de solution à deux États et donc pas de Palestine. En 1968, Israël a instauré un jour férié pour commémorer la victoire de la guerre des 6 jours. C'est la journée de Jérusalem. Du temps de nos premiers séjours, il y a 30 ans, c'était une journée peu fêtée. Aujourd'hui, ce jour férié est devenu beaucoup plus politique, comme l'attestent les 30 000 manifestants qui défilent pour célébrer cette date. Je me suis retrouvé là avec un tout petit groupe de militants de la paix et devant nous on a vu défiler des milliers et des milliers de conservateurs de droite. Alors oui, c'est vrai, je me sens impuissant. Je sais que nous sommes désormais entrés dans une des périodes les plus sombres de l'histoire du mouvement de la paix. Entre-temps, Khaled a été convoqué au tribunal. Il se voit confronté à un nouveau problème. Ce n'est pas la première fois que je dois me rendre au tribunal. J'ai été poursuivi en justice de nombreuses fois. Depuis 2013, j'y suis allé pour 2 démolitions de maisons et une confiscation de voitures. Ils l'ont prise devant ma maison. Et comme dit le dicton, ma joue a pris l'habitude des gifles. On s'habitue à ces choses et à ces gens. Khaled est là aujourd'hui parce que les autorités prétendent que sa maison et son terrain sont sur un ancien site archéologique. C'est pour cette raison qu'on lui refuse le droit d'y vivre, de travailler la terre ou d'y construire quoi que ce soit, sauf s'il obtient l'autorisation des autorités. Ils veulent également le forcer, par le biais du tribunal, à laisser passer les autorités archéologiques sur son terrain, afin qu'elles puissent faire des fouilles aux frais de Khaled. Mais ça peut être dangereux pour lui, parce qu'ils feront peut-être une trouvaille et voudront alors mettre la main sur son terrain et l'expulser. J'ai construit cette balançoire pour les gamins parce qu'il n'y a aucun terrain de jeu ici. J'ai fait ça pour que mes enfants et ceux des voisins puissent jouer. En somme, ils m'interdisent de faire quoi que ce soit. Le bulldozer a arraché les arbres que j'ai plantés. Ils veulent même enlever les fleurs. Ils disent que ces fleurs gâchent la vue et le paysage. On n'a plus goût à la vie. Pourtant, ce qui se passe en ce moment, ce n'est rien à côté de ce qui nous attend. Rien.
Personne n'aurait cru qu'en Syrie ça finirait comme ça. Ce sont les signes que le prophète a annoncés. Qui l'aurait cru? Les Juifs devraient être les premiers à accorder aux gens leurs droits et leur liberté, parce qu'ils connaissent le goût de l'amertume. On leur a marché dessus, on les a brûlés dans des fours, on les a humiliés. Nous les avons accueillis dans nos maisons. Mais les invités sont venus armés d'une épée. Ils prétendent qu'ils ont des tombes imaginaires ici pour s'emparer de ma terre. Ils font des fouilles sur sa terre. Ils veulent s'en emparer, la confisquer. Ils veulent nous faire croire qu'il s'agit d'un vieux cimetière juif de 3000 ans, mais ce ne sont que des mensonges. Ce n'est qu'un prétexte pour me confisquer ma terre. Tu verras mieux sur ces images. Ce sont tes enfants? Mes filles, j'en ai 6. Ce sont de vieilles images. Non, des récentes, et je viens d'avoir un bébé. Tu viens d'avoir un bébé? Il a 6 filles et il vient d'avoir son premier garçon. Tu as un garçon et une fille? Il a un garçon et 6 filles. Tu avais 6 filles et maintenant tu as eu le garçon. C'est bien ton premier garçon. C'est ça. Ce seul garçon représente ta fortune. Dieu soit loué. Comment l'as-tu appelé? Hussein, comme mon père. Félicitations. Deux mois après la naissance du fils de Khaled, le terrain de jeu est démoli. Ça, c'était assemblé à cette partie. Tout est détruit maintenant. Durant la guerre des 6 jours, quelque chose de très spécial s'est produit. Jérusalem a enfin été réunifiée. Le 7 juin 1967, nous sommes retournés dans la vieille ville. Nous avons pu aller prier devant le mur des lamentations pour la première fois depuis 1948. Ici, nous nous trouvons sous le quartier musulman. Quelqu'un en 1967 s'est saisi d'une pelle et d'un seau, a franchi cette arcade et a commencé à creuser. Qu'avons-nous trouvé? Nous avons trouvé une grande partie du mur des lamentations qui n'avait jamais été vue auparavant. Mais le problème, c'est qu'on creuse sous le quartier musulman dans des arches de 800 ans qui n'ont pas forcément été construites selon les règles de l'art. Les Juifs creusent depuis 1967 et vident tout ce qui se trouve en dessous. La totalité de Jérusalem est creuse en sous-sol. Un jour, tout va s'effondrer. On rénovait la maison de ma mère. Un jour, j'étais en train de creuser pour poser un sol en marbre. Les autorités archéologiques sont venues et nous ont ordonné d'arrêter.
Les galeries partent de Silwan, dans la cité de David, et vont vers les Israéliens. Tout est creux. Ces fouilles ont deux aspects, un aspect visible et un aspect caché. C'est celui-là qui nous importe le plus. Chaque pierre devait être taillée avec amour, minutie et beaucoup de talent. Même si elles ont l'air sympathiques, ces personnes sont très dangereuses. Et elles creusent dans un endroit extrêmement sensible. Ni le gouvernement israélien, ni la communauté internationale n'interviennent. Le problème, ce ne sont pas les fouilles à proprement parler, c'est l'intention politique de ces gens. Nous savons que leur véritable but, c'est d'atteindre Haram al-Sharif, l'esplanade des mosquées. Une fois arrivés là, ils n'auront que quelques pierres à déplacer et ils seront sous le dôme du rocher. Il ne manque au monde qu'une seule chose, et c'est la maison de Dieu. Il est écrit en hébreu, « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Dieu nous l'a dit. And the hand of God was upon the prophet Ezekiel, and he brought him from Babylon to Jerusalem, and placed him on a high mountain. There he was shown a vision of the future temple that will bring peace and harmony to the world. In the vision, an angel spoke to Ezekiel and said, Son of man, pay attention to all that I am about to show you, and teach it to the house of Israel. The angel took Ezekiel through the entire temple and measured its chambers and courtyards, its walls and its gates. Il faudra démonter la mosquée qu'ils ont construite sur le dôme du rocher. Personne ne se rendra compte de rien si on la déplace d'une vingtaine de mètres vers le nord. C'est à cet emplacement que j'attends avec impatience de voir s'élever le temple. C'est de la folie. Les plus messianiques d'entre eux sont persuadés que si le Messie ne vient pas sur terre, c'est parce que le troisième temple n'est pas là où il devrait être, c'est-à-dire à l'emplacement du dôme du rocher. Pour faire en sorte que le Messie vienne, ils veulent détruire le dôme du rocher et là, le troisième temple descendra directement du ciel. Existe-t-il un plan? Oui, tout est décrit dans les moindres détails. Les dimensions, la hauteur du temple, ce n'est pas nous qui décidons, tout est écrit. C'est écrit. Oui. Vous avez commencé à financer ce projet? Des personnes sont déjà en train d'organiser une collecte. Je suis en contact avec ces personnes. Elles ont déjà discuté avec des architectes. Elles ont parlé des plans et tout. Comment vas-tu? Que Dieu te bénisse. Comme tu le vois, depuis la démolition, j'ai construit quelque chose de nouveau, caché dans les arbres. Laisse-moi t'aider. Il faut construire des escaliers ici. Je fais passer le temps avec ça. Tu es en train de construire, n'est-ce pas? La maison démolie est là. J'en construis une nouvelle. En attendant,
Je vis dans la maison minuscule de mon frère. Pas de nouvelles du tribunal? C'est tout récent, ça. J'espère ne pas entendre parler du tribunal. J'espère aussi. Je continuerai à construire jusqu'à mon dernier souffle. Dieu m'a donné la vie pour que je cultive et que je construise sur cette terre. Dieu a créé Adam pour qu'il laboure la terre et qu'il bâtisse dessus. Nous sommes les descendants d'Adam. C'est ma mère qui m'a mis au monde et qui m'a élevé. Mais la véritable mère, la mère de toute l'humanité, c'est la terre. Dieu nous a tous créés avec cette terre. La force individuelle d'une personne qui construit une maison ou qui plante un arbre de ses propres mains est une force qui nous profite à tous. Elle fait partie de la résistance de notre peuple. Comment tu vas? Embrasse sa main. Non, c'est moi qui embrasse ta main. Comment ça va? Bienvenue, charmante demoiselle. Je pensais que tu étais plus âgée qu'elle. C'est moi la plus grande. Et ma fille aînée est mariée. Elle a une fille et un garçon. Magnifique. Tu es bon élève? C'est bien. Depuis 1967, Israël a détruit plus de 46 000 maisons palestiniennes. 20 000 ordres de démolition attendent d'être appliqués. Durant les 3 ans de tournage de ce film, quelques 250 maisons ont été démolies à Jérusalem-Est. En février 2017, Israël a validé l'extension de nouvelles colonies à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, soit plus de 6 000 logements.